Vas-y, go. Go, 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 on va chercher la monnaie. Viens, on reprend un bureau de tabac. Comme chaque projet que je présente à Hélène, elle m'a dit, ouais, c'est n'importe quoi, encore une de tes lubies, nanani, nanana. Et de la régularité et du travail vient forcément le succès. Pour un succès, il y a 100 échecs. Hein. Je trouve que le commerce de proximité, c'est pour se remettre en question, clairement, il n'y a pas mieux. Et on sait qu'on ne sera pas buraliste toute notre vie. J'en sais rien, avant j'étais banquière, je vais pas être banquière toute ma vie, en fait. En France, on a du mal avec l'entrepreneuriat, avec le fait de faire quelque chose. Pour la plupart des gens, t'es patron et t'es propriétaire, mais t'es plein aux as. On devrait juste se dire, qu'est-ce qu'il a fait pour Pour réussir, vous pouvez pas défendre le commerce de proximité et faire TikTok Shop. Je pense que ça n'a pas vocation à détruire le commerce de proximité. Et après, en tout cas, pour revenir au sujet de base, où on n'aime pas être enfermé dans une case, et bienvenue dans notre épisode 2. Je suis trop contente de faire ça. Du coup, en fait, aujourd'hui, on voudrait répondre à un commentaire qui revient souvent. Alors, pas sur le compte Elijah, mais plus sur notre compte TikTok Shop, qui est... Mais il n'était pas buraliste, lui, avant ? Ou elle n'était pas buraliste. Ouais, ou elle n'était pas buraliste. Ou il n'était pas buraliste. Bref, les deux, un commentaire, en fait, qui sous-entend, en tout cas, nous, comment on le perçoit, qu'on est dans une case et qu'on doit rester dans cette case. Alors que c'est pas du tout notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que nous, on se considère plus comme entrepreneur. Alors, on ne veut pas faire prétentieux ou autre quand on dit ça. C'est juste dans le sens où quand des opportunités... Pas Bill Gates, quoi. Non, on n'est pas Bill Gates, mais juste dans le sens où lorsque des opportunités se présentent à nous, on aime bien les saisir. Moi, je prends plus de risques qu'Hélène. Souvent, j'ai saisi plus d'opportunités. J'ai connu pas mal d'échecs. Mais de temps en temps, on a eu quelques succès. Alors moi, je me définis pas forcément comme entrepreneur, mais plus attiré par des projets différents. Ouais, c'est un peu ça, être entrepreneur. Je veux dire, ça a commencé avec notre volonté de vouloir devenir propriétaire. Je pense que ça a été notre premier projet. Ouais. Le fait de devenir propriétaire. Nous, on a eu la chance, on est devenu propriétaire. Alors, pas très jeune, mais pas trop tard. On est devenu propriétaire. Dès qu'on est sorti des études et qu'on a eu chacun notre premier boulot. Un peu plus. Qui était au SMIC. Ouais. En fait, on est devenu propriétaire, on était tous les deux au SMIC. Elle gagnait 1100 euros, je crois. Je sais plus à combien c'était le SMIC ouais, à l'époque. Mais 1100 euros, je crois, ou 1050 euros. Moi, je devais être dans ces eaux-là, 1100. Après, 1200. on avait, moi, j'avais toujours travaillé l'été, j'ai toujours travaillé en tant qu'étudiante et j'avais la chance d'être chez mes parents qui m'assumaient quand même financièrement, qui me demandaient effectivement de travailler. Donc, j'ai pu avoir de l'argent aussi, un petit peu d'argent de côté. Toi, t'en avais et c'est ça qui nous a permis de pouvoir devenir propriétaire. Par contre, c'est vrai que du coup, on n'est pas parti en vacances. Il y a plein de choses qu'on faisait pas. Tous les étés, on n'allait pas à la plage. On faisait des travaux à la place. Et c'est vrai qu'on a passé quelques années à faire que de la rénovation. À chaque fois qu'on déménageait, on revendait le lieu où on habitait pour en trouver un autre là où on allait habiter. Toujours avec des travaux, donc toujours beaucoup de travail. Donc c'était nos premiers projets, on va dire. Et à ce moment-là, du coup, on était toujours salariés. Et après, comme beaucoup de personnes, on a voulu devenir il y a eu plein de fois patrons. où on a eu envie. Mais tu as quand même fait un raccourci. Ouais, il y a eu une ellipse de temps là assez énorme entre notre premier appartement et le fait qu'on devienne patron. Il s'est passé quand même quelques années. En fait, j'allais le faire. Après, j'allais dire, c'est vrai que pendant le Covid, c'est là que s'est opéré le changement, en tout cas sur la vie professionnelle, entre le mode salarié et le mode travailleur non salarié, donc gérant ou patron, enfin on l'appelle comme on veut. Même s'il y a eu plusieurs fois entre-temps où on s'est reposé des questions, ce qu'on allait faire, etc. Mais en tout cas, c'est après le moment du Covid où on a sauté le pas. Pendant le Covid même. C'est pendant le Covid que je t'ai proposé le projet. Donc, ce qui s'est passé, j'étais en train de jouer à Call of. Pendant les confinements, j'étais en train de faire un Call of. On devait être en août, à peu près juillet ou août. Et je lui ai dit, viens, on reprend un bureau de tabac. Comme chaque projet que je présente à Hélène, elle m'a dit, ouais, c'est n'importe quoi, encore une de tes lubies, nanani, nanana. J'en ai pris plein la bouche. Et le lendemain matin, comme ça se passe toujours avec Hélène, elle s'est réveillée à 8h de mat
en me... Comme quoi, je reste pas sur mes positions. Oui, en me proposant un business plan. Il faut que ça cogite là-haut, le temps que ça monte au cerveau et tout, pour que Hélène accepte un projet. Bref, tout ça pour dire que du coup, effectivement, on est devenu commerçant et à notre compte. Mais en fait, l'histoire s'est pas arrêtée là. Dans le sens où on est toujours ouvert pour plein de projets. Dès qu'on rencontre des gens, ne serait-ce des gens qui font de la formation ou autre, ça nous a toujours donné des idées. Pourquoi on ferait pas ci, pourquoi on ferait pas... Donc il y a plein de choses qui n'ont pas vu le jour et qui se sont pas concrétisées. Et par contre, c'est vrai qu'au bout d'un Pour moment, un succès, il y a 100 échecs. Hein. Par contre, pour les réseaux, c'est quand même Bibi qui a amené le sujet, quoi. Oui. Parce qu'en fait, on n'avait pas de réseau. Si, on devait avoir un profil Facebook, Instagram qui ne vivait pas, clairement. Moi, je suis pas. Faut savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un qui suis pas réseau. C'est-à-dire que je communiquais pas du tout sur les réseaux. Et d'ailleurs, on veut pour preuve mon Instagram qui existe depuis des années et qui est très peu alimenté et que même aujourd'hui, j'ai du mal à alimenter. Et Hélène m'a proposé le projet de se lancer sur TikTok. On partait en voyage en Italie et à ce moment-là, on écoutait des audios. On écoutait Père riche, Père pauvre. Un livre que j'avais déjà lu et moi, il y a quelques livres comme ça de développement personnel que j'aime beaucoup. Et on échangeait et tout. Et à ce moment-là, ça tombe bien, Hélène me dit « Viens, on fait TikTok et tout ». Non, je l'avais déjà créé. Mais en tout cas, oui. ça t'a motivé pour qu'on soit plus assidu sur le... Et c'est vrai que le fait de réécouter cet audio, je me suis dit, elle a raison, faut être régulier et tout. Et de la régularité et du travail vient forcément le succès. Donc on a été régulier, néanmoins je lui avais mis une deadline. Je lui avais dit, on fait ça pendant 6 mois, 1 an. Mais par contre, je te donne 1 mois où je fais tous les montages. Donc j'ai un petit côté geek, moi. Je me débrouille pas trop mal en technologie. Fait que je lui avais dit, pendant 1 mois, je fais tous les montages. Par contre, si au bout d'1 mois, il n'y a pas de résultat, ok, je participe, mais pas trop, quoi. Et il s'avère qu'on a commencé réellement à poster le 4 août. Et le 4 septembre, on a une vidéo qui a pété, qui est peut-être une des vidéos qui a fait le plus de vues. On doit être pas loin des 10 millions de vues ou des 7-8 millions de vues. C'est la puff pour enfants. Donc, pour la petite histoire, c'est une mère qui vient acheter une puff pour son fils dans notre magasin. On poste ça sur les radios, c'est repris par tous les médias et tout. Et on dépasse les 10 000 abonnés. Et... quelques jours après, on fait d'autres vidéos et là, je vois des euros qui s'ajoutent au compte TikTok. J'ai dit, ok, vas-y, go, on va chercher la monnaie. Ça n'a pas duré longtemps la monétisation, mais c'est pas grave. Non, mais on en a profité un peu. Oui, c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. Maintenant, elle est éclatée au sol, la monétisation TikTok. Mais après, en tout cas, pour revenir au sujet de base, où on n'aime pas être enfermé dans une case, la preuve en est de nos réseaux sociaux. En fait, on n'a pas voulu intituler nos réseaux tabac, le machin, truc et tout. Déjà parce que forcément, on n'avait pas trop envie de communiquer sur notre localisation. Et puis, on n'avait pas envie que ça puisse aussi embêter notre clientèle. Mais aussi parce qu'on n'a pas envie d'être enfermé dans une case. Donc, en fait, on voulait que ce soit lié à nous. Voilà, les réseaux qui sont vraiment liés à nous. Parce que indirectement, on est toujours aussi dans l'après et on sait qu'on ne sera pas buraliste toute notre vie. On sait que c'est une étape, ça nous a plu, ça nous a permis de se challenger, de faire développer un magasin, de le repenser, de se remettre en question. Ça nous a permis d'acquérir énormément de compétences, de développer des compétences qu'on avait déjà. Ça nous a permis aussi d'avoir quelques échecs, de savoir voilà, se relever, etc. Je trouve que le commerce de proximité, c'est pour se remettre en question, clairement, il n'y a pas mieux. Mais on sait que ça ne sera pas pour toute notre vie. Donc, on n'avait pas envie de s'enfermer là-dedans, même à travers le nom de nos comptes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça que j'aime pas, quoi. J'en sais rien, avant, j'étais banquière, ben, je vais pas être banquière toute ma vie, en fait. Par contre, pour le coup, tu as été commerçante toute ta vie. Parce que quel que soit le métier que tu as fait, ça a toujours eu un lien avec le commerce. Oui, mais comme plein de gens, à partir du moment où tu es dans le tertiaire, tu peux plus ou moins dire que tu es commerçant. J'en disconviens pas. Aujourd'hui, il n'y a personne qui viendrait voir en me disant « mais tu étais banquière, qu'est-ce que tu fais à avoir un bureau de tabac ?» Même si tous mes anciens collègues n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ça. Mais et du coup, bah, aujourd'hui, je fais d'autres choses que mon bureau de tabac et ça me gonfle qu'on vienne tout le temps me dire « ah mais t'étais pas buraliste ?» Ou alors le truc le pire, c'est « ah mais ça paye plus ». Alors déjà en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui limite vont se réjouir et te mettre ça dans la tronche si vraiment en fait ton magasin ne fonctionne pas et que tu es obligé de faire des choses en plus pour te diversifier. Je suis pas sûr. Ça, je pense que c'est ton interprétation du propos. Non, mais tu le dis pas comme ça. Tu viendrais mettre des commentaires sur quelqu'un. Ah ben alors, ça paye plus. Ah ben visiblement, ça paye plus puisque vous...
Non, excuse-moi, c'est d'une Et après, méchanceté. moi, je trouve que la problématique, elle se lit pas réellement de cette manière, elle se lit d'une autre manière. C'est en France, on a du mal avec l'entrepreneuriat, avec le fait de faire quelque chose. Et ça, je suis désolé, c'est une façon de penser typiquement française. C'est-à-dire que même au niveau administratif, que ce soit dans la société ou au niveau administratif, on n'est pas un peuple qui aime entreprendre. Je le vois parce qu'on a eu la chance de voyager un peu. J'ai eu la chance de voyager un peu. Mais c'est que Mais si on n'encourage pas. on n'encourage pas l'entrepreneuriat, on a une vision très négative de l'entrepreneuriat. Je veux dire, pour la plupart des gens, t'es patron et t'es propriétaire, mais t'es plein aux as. Alors qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, le tissu économique français, il est constitué peut-être à 70 ou 80% de PMI, PME, et que la plupart de ces PMI, PME, c'est des petits patrons qui gagnent pas des 100 et des 1000. Alors, ils gagnent plus que le SMIC. Oui, ils sont peut-être pour certains à 2, 3, allez, 4, 5 000 euros. Et 5 000 euros, tu fais déjà partie peut-être des 1% ou des 10% les plus riches français. Non, mais c'est surtout qu'en fait, quand tu vois des gens qui ont plein de trucs, parce qu'il y en a, par exemple, c'est le cas. Oui, il y en a qui ont réussi. Et qui sont pleins d'heures. Et en fait, on se dit, ah ouais, mais lui, c'était facile, il avait ci, il avait sa famille, il avait ça, il avait déjà de l'argent, etc. Alors qu'en fait, on devrait juste se dire, bah, qu'est-ce qu'il a fait pour réussir? Pour réussir, ça devrait être une locomotive. De la même manière que lui, pour réussir dans un autre domaine, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on devrait s'en inspirer. Voilà. Alors qu'en France, on va plutôt chercher les aspects positifs de la réussite de quelqu'un pour pouvoir dire ouais, mais lui il a réussi parce qu'il a écrasé ses salariés et tout. Ah oui. Moi je reste il a réussi grâce aux autres. Voilà. Moi je reste persuadé, je vous donne un exemple. Alors j'ai pas vocation à faire de la politique et faut mieux pas me mettre en tant que président parce que je serais un dictateur. Mais je reste persuadé que 80% des patrons sont bons et que demain par exemple, on baisse les charges patronales, les différentes charges qui peuvent peser sur l'entreprise, on s'en servira pour donner de l'argent à nos salariés. Parce que quoi de mieux que de mieux rémunérer mes salariés? Parce que si je les rémunère mieux, en fait, je vais gagner en confort mental, en charge mentale. Oui, ils vont avoir envie de rester. Ils vont avoir envie de rester, ils vont s'investir un peu mieux. Je pourrais peut-être augmenter la productivité de mon entreprise ou de mon commerce. Mais aujourd'hui, on n'a pas compris que fallait savoir donner de l'argent pour gagner de l'argent. Et par exemple, moi, il y a un texte de rap que j'aime beaucoup, un rappeur que j'aime beaucoup, Alpha One. Il a fait un album, Une main lave l'autre. Alors que si la vie serait facile, mais les gens dépenseraient, les gens s'amuseraient, au quotidien, mon frère. Et l'argent circulerait. Puisque une main lave l'autre, mon frère. Eh oui. Moi, on me donne, je donne, tu comprends ce que je veux dire? C'est un vieux papy Arbi qui parle, et ce qu'il dit, c'est magnifique. C'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment bien expliqué et tout. Donc c'est vrai que en France, on critique beaucoup l'entrepreneuriat et on n'a pas la bonne vision. Un autre truc qui m'avait choqué moi il y a quelques années et que j'avais trouvé ça juste magique, c'était sur les réseaux. Je faisais un peu de MLM, du marketing de réseau. C'est un de mes nombreux projets dans lesquels j'ai échoué. Et il y avait une image en fait avec le drapeau américain, quelqu'un qui disait ouais, j'ai trouvé un moyen pour gagner $50. L'américain il dit oh yeah, give me the tips, donne-moi l'astuce, moi aussi je veux investir, je veux gagner de l'argent. Drapeau anglais, il disait pareil, j'ai trouvé un moyen pour donner $50. Ok, quel est le processus? C'était moins extravagant que l'américain, mais en gros ça allait dans le même sens, ça voulait gagner. Et c'est ce que va dire le français. Et drapeau français, j'ai trouvé un moyen pour gagner 50 euros. Ouais, laisse tomber, c'est une arnaque. Voilà, c'est quoi l'arnaque? C'est quoi l'arnaque? Et on va pas se mentir, franchement, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Dès qu'il y a un moyen de gagner de l'argent en France, il y a forcément une arnaque. Moi, un de mes projets, ça a été par exemple Boursorama. J'ai utilisé le système d'affiliation de Boursorama. Quand on parrainait quelqu'un pour ouvrir un compte, on gagnait un peu d'argent. Une année, il m'est arrivé une galère. J'ai perdu 10 000 euros. En 6 mois, j'ai fait 10 000 euros juste avec Boursorama. Tous les soirs, pendant 2 heures, j'étais sur Facebook. Je contactais des étudiants, des gens et tout. Je leur dis, ouais, j'ai une technique pour gagner de l'argent en ouvrant des comptes bancaires, machin et tout. Et à l'époque, en fait, Boursorama donnait 100, 130 euros à chaque fois. Et j'ai fait, je sais pas combien d'ouvertures, mais j'en ai fait énormément. Le mur auquel je me suis confronté extrêmement souvent, c'est, ouais, mais c'est une arnaque.
Bah attends, je te parle d'une banque qui est gérée par après, la Société en tout Générale. Cas, pour revenir au sujet, c'est vrai que il y a plein de gens qui comprennent pas voilà, notre activité. C'est vrai que sur les réseaux, au départ, c'était un petit peu pour montrer l'envers du décor en tant que commerçant, des situations auxquelles on peut être confronté régulièrement à travers des interactions. Il y a beaucoup de commerçants Ouais, qui il y a s'y beaucoup de retrouvent. commerçants qui s'y retrouvent. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on a développé aussi d'autres activités sur les réseaux, notamment sur TikTok avec TikTok Shop. Ouais. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas dans leur cerveau, ça bug et tu peux pas faire les deux quoi. Ah ben vous avez plus de bureau de tabac, ben sur là, ah mais oui, mais comment ça se fait, etc. Et je pense même que parmi nos clients, il y en a qui ont du mal à comprendre en fait qu'on fasse plusieurs activités, mais parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. C'est une opportunité qui s'est présentée à nous, qu'on a saisie et qui nous plaît, dans laquelle on réussit plutôt bien. Donc tant qu'on arrive pour l'instant à concilier les deux, on gardera les deux. Mais peut-être que dans un an, il y a une de ces activités qui s'arrêtera, une autre qui continuera, une autre qui nouvelle qu'on n'a pas encore et qui viendra. Voilà, on va pas rester toute notre vie. Nos parents, c'était peut-être une génération comme ça, voire nos grands-parents. En 30 ans dans la même entreprise, non. Mais nous, tous les 3 à 5 ans, on change d'activité, c'est vrai. Et je pense que le fait de parler ça va peut-être amener l'épisode 3, tu vois. Parce que par rapport à TikTok Shop, il y en a beaucoup aussi qui nous disent vous pouvez pas défendre le commerce de proximité et faire TikTok Shop. En fait, quand on est buraliste, donc commerçant de proximité, on rentre dans une case, la case de buraliste, et on se doit et en plus, nous, on avait pris le parti de défendre le commerce de proximité, chose qu'on fait encore aujourd'hui. On fait partie d'associations de commerçants, parce qu'on est des commerçants de proximité. Mais dans le cerveau des gens, faire du commerce sur Internet et être commerçant de proximité, c'est pas compatible. Et je pense que c'est se méprendre sur la question du commerce de proximité. Et ça va même relier l'épisode 1 qui explique pourquoi pour moi, à notre humble avis, tout commerçant et artisan français devrait être sur les réseaux. Déjà parce qu'il a un seul point de vue, un point de vue unique qui est le sien et que sa vision des choses va correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent et j'ai des gens qui m'apprécient. Donc, l'épisode 3, je pense que ça peut être un bon truc à aborder dans l'épisode 3. C'est comment on peut être commerçant de proximité et faire du commerce sur les réseaux, notamment via TikTok Shop. Parce que contrairement à ce qu'on dit, sur TikTok Shop, il y a des petits artisans français, il y a des petits agriculteurs français. Il y a des marques locales. Il y a des marques locales, il y a des grosses marques, il y a de tout. Je pense que ça n'a pas vocation à détruire le commerce de proximité. Alors certes, ça fait un peu de mal au commerce de manière générale, parce que beaucoup de gens commandent sur Internet au lieu de se déplacer en magasin. Mais il y a des produits, par exemple, on sait qu'on n'a pas besoin de se déplacer en magasin parce qu'on ne veut pas de conseils. Il y a des gens qui peuvent avoir des maladies qui sont agoraphobes ou autres. Et il y a des trucs qui peuvent... Même le mode de consommation évolue. Après, c'est à toi de t'adapter à la demande et pas l'inverse. Et je pense que justement, le commerce de proximité a tout intérêt à utiliser le commerce sur Internet pour créer du lien via sa personnalité et faire survivre le commerce de proximité. Parce qu'en fait, le lien que vous allez créer avec votre communauté, c'est aussi ça qui va faire survivre votre commerce de proximité. Parce que nous, on le voit avec nos réseaux aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de se déplacer parce que c'est nous qui servons. C'est pas une autre personne, c'est nous. Donc c'est une manière de faire survivre votre commerce, de garder un lien avec vos clients. Et je pense que les deux sont compatibles. Il y a un peu de cannibalisme entre les deux, mais c'est pas incompatible. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il y a des points que vous souhaitez qu'on aborde, si vous avez vous-même des questions que vous souhaitez qu'on aborde. On n'hésitera pas à le faire dans les prochains épisodes. On a vocation à s'améliorer au fur et à mesure. C'est que le deuxième épisode, la preuve, il y avait déjà un deuxième épisode, mais nous avons perdu la carte SD. Donc, on refait un autre deuxième épisode sur un autre sujet, parce qu'en plus, on ne rappelait même plus du sujet. Donc voilà, on a vocation à s'améliorer au fur et à mesure. Mais en attendant, si vous avez des suggestions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3.